c'est pas pour faire c'est pas pour faire l'office du tourisme, mais voyager ça donne des idées. Même les millimètres carrés, boum, ils explosent absolument tout. Ça les entraîne pour le Vietnam. Je sais pas si c'était à dire cette blague. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Napoléon déclare alors à ses soldats « Vous ne rentrerez dans vos foyers que sous des arcs de triomphe ». Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Historiquement Français, le podcast qui parle d'histoire, de gastronomie et de traditions françaises. Bienvenue dans l'épisode numéro 4. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé de bonnes vacances, que vous en passez toujours de bonnes vacances, parce qu'il y en a qui sont encore en vacances. Nous sommes mi-septembre, voilà, nous sommes exactement le 18 septembre, à l'heure où je tourne ce podcast. Voilà. Ceux qui partent en vacances, généralement, c'est les vieux ou ceux qui n'ont pas d'enfants. Voilà. Parce que c'est la rentrée. Bon, pour ceux, les juilletistes et les haussiens comme on les appelle, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes bien reposés, voilà, que vous avez pris le temps de un peu aller vous vider la tête dans un autre endroit de France ou même dans le monde. Pour ceux qui sont restés en France, j'espère que vous avez pris le temps de bien visiter autour de chez vous, de découvrir un peu la gastronomie, les monuments, les traditions du coin, voilà. Je sais que c'est quelque chose que j'apprécie faire, puisqu'en fait, c'est pas pour faire c'est pas pour faire l'office du tourisme, mais voyager ça donne des idées. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé dans l'épisode 3 sur le Périgord, mais quand je suis parti dans le Périgord, c'est vrai que visiter plein de nouvelles choses que j'avais jamais découvertes, ça m'a permis d'avoir de nouvelles idées sur mes projets, que ce soit professionnels ou même personnels. Et donc, c'est un peu pour ça aussi que je vous encourage, parce que à découvrir ce qu'il y a autour de chez vous, que ce soit en lieu de vacances ou autre, parce que vraiment, ça peut donner de bonnes idées. Et du coup, on peut réattaquer la rentrée avec plein de de beaux projets, de nouveaux projets qu'on a, et aussi nous remotiver à des projets qu'on avait en début d'année et qu'on avait un peu mis sous le tapis ou je sais pas quoi. Et en tout cas, ça a été le cas pour moi. Ça m'a permis, je fais un peu la transition, ça m'a permis de un petit peu faire un bilan de ces 8 à 9 premiers mois de 2024. Qu'est-ce que j'avais pu faire, voilà, un bilan général, quoi. Et en fait, ça couplé au fait que j'ai découvert de nouvelles choses, de nouvelles saveurs, voilà, plein de nouvelles choses, ça m'a permis d'avoir plein de bonnes idées, pas mal de nouveaux projets, et aussi de me redonner un coup de fouet pour la rentrée, pour attaquer plein de belles choses, de nouvelles, comme de choses que je dois finir. Et j'espère que, pour ceux qui raisonnent un peu comme moi, j'espère que ça a été le cas pour vous aussi. Après les autres, si vous n'avez pas fait ça, tranquille, c'est fait aussi pour se reposer aussi les vacances. Hein. J'ai pris le temps de me reposer un peu quand même aussi pendant les vacances. Donc, voilà pour ça. J'espère que ça s'est bien passé. Et sur ce, commençons tout de suite, voilà, pour l'épisode 4. Alors, je dois être honnête avec vous, cet épisode, j'avais prévu de le tourner en juillet. Oui, nous sommes mi-septembre, oui, je suis un petit peu en retard, mais je vais vous expliquer, c'est simple, parce qu'en fait, les sujets de ce podcast concernent, en fait, sont assez liés au niveau des dates de ces rubriques. Je vais vous expliquer tout ça, je vais pas trop faire de mystère non plus. Mais voilà, j'avais prévu de le tourner en juillet. Il s'est passé des choses, des choses que je n'avais pas prévues, et du coup j'ai pas pu le tourner. Donc c'est pas grave. Comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Donc première rubrique, découverte de la semaine. Donc découverte de la semaine de fin juin début juillet. On va parler de la basilique Sainte-Thérèse de Lisieux. Magnifique. Je vous raconterai un petit peu comment j'ai perçu ce monument magnifique. Je vous en raconterai un petit peu certains détails qui m'ont marqué. Ensuite, on parlera du moment historique. Alors, le moment historique, là, je dois être honnête avec vous, j'ai peur de vous perdre. J'ai peur de vous perdre. C'est la continuité de la bataille de Normandie. Notamment, donc on va parler de la bataille de la Poche de Falaise. Donc, là, j'ai peur de vous perdre parce qu'il va falloir faire appel à une carte de Normandie. Il faut que vous ayez une carte de Normandie devant vous. En tout cas, que si vous connaissez super bien la Normandie, ça devrait pas être trop difficile pour vous. Par contre, si vous la connaissez pas,
prenez une carte comme ça au cas où pendant que vous écoutez le podcast. Voilà, je vous dis juste ça comme ça. Je vous expliquerai tout dans la rubrique appropriée, là je m'égare un peu, bref. Et on terminera bien sûr par l'épisode 3 sur questions, réponses, commentaires, etc. etc. Bon bah écoutez, pas plus de blabla, on va commencer par la rubrique numéro 1, la découverte de la semaine. Alors, la basilique Sainte-Thérèse de Lisieux. Donc, je suis allé la visiter, je sais plus, mi-juin, fin juin, je sais plus exactement. Donc, où est-ce que ça se trouve ? Bah, ça se trouve à Lisieux, voilà, aux premières nouvelles. Bon, plus précisément, soyons sérieux. Donc en fait, cette basilique, elle est en l'honneur de Sainte-Thérèse de Lisieux. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Sainte-Thérèse de Lisieux, c'est une femme qui a été religieuse au Carmel, une religieuse carmélite française. Donc carmélite, c'est le Carmel. C'est c'est les bonnes sœurs, on pourrait dire ça. Donc qui était à Lisieux. Et elle a vécu en fait à la deuxième moitié du 19e siècle. Elle est morte à 24 ans. À mon âge en fait, je viens d'y penser. Elle est connue chez les catholiques comme en fait étant une docteure de l'église en fait. Donc c'est en fait un docteur de l'église catholique. En fait c'est des personnes qui sont reconnues notamment, alors désolé les catholiques si je dis pas exactement si j'ai pas exactement le bon vocabulaire ou si j'explique mal les choses, mais ces personnes-là sont reconnues pour leur théologie, donc la science de Dieu on pourrait dire. Exceptionnels, voilà, qui font avancer la théologie. C'est comme quand vous faites avancer la science, voilà, vous êtes un docteur, et ben là c'est la même chose, mais pour la science de Dieu. Essayez de comprendre au mieux, connaître au mieux Dieu, son influence sur le monde. En tout cas, je vous rassure, si vous êtes croyant, voilà, je le dis comme ça, ne vous brusquez pas si vous êtes athée. Et donc en fait, c'est une sainte en même temps. Grâce à ces découvertes-là, elle a écrit pas mal de livres, notamment sur ça, en fait, qui ont permis de faire avancer la théologie. Donc justement, un de ses livres, ses livres autobiographiques, c'est Histoire d'une âme. Donc c'est une sainte aussi, Sainte Thérèse de Jésus, qui s'appelle aussi d'ailleurs, qu'on appelle aussi, si vous l'entendez épeler comme cela, Sainte Thérèse de l'Enfant de Jésus et de la Sainte Face. Ça fait un peu long, mais c'est comme ça qu'on l'appelle. Ou Petite Thérèse, voilà, c'est plus simple. Ou Sainte Thérèse, tout simplement. Donc, cette cathédrale est en l'honneur de cette dame. Et sachez que quand vous arrivez à Lisieux, en fait c'est un peu comme... vous avez toujours un peu ces villes qui sont assez petites, qui font très... des petites villes de province, je pense notamment à Bayeux, à Lisieux, j'avais quoi d'autre ? Périgueux aussi, voilà, Périgueux, ça m'a fait penser à ça. Vous avez je dirais pas des petites villes, mais pas des grosses villes comme Caen, Paris, je sais pas, Lille, Lyon. Là, vous avez des villes, je dirais, à échelle humaine, et d'un coup, vous voyez un énorme monument qui se dresse devant vous, et vous dites, mais c'est trop grand pour cette ville, en fait. Et selon moi, je trouve que la basilique Sainte-Thérèse correspond à cette situation en tout cas. Et en fait, elle est très différente d'un point de vue architectural de ce qu'on observe en général dans les églises de France. Je m'explique, c'est qu'elle ressemble beaucoup plus à un côté byzantin, comme je l'ai dit pour Périgueux, la cathédrale Saint-Front. C'est que vraiment elle a un côté très byzantin dans le sens où en fait on retrouve beaucoup dans les églises d'Orient, comme par exemple la cathédrale Sainte-Sophie qui en fait est une mosquée maintenant à Constantinople, enfin Istanbul aujourd'hui. En fait, je vous prends un exemple. L'intérieur, les murs sont complètement recouverts de mosaïques, de gravures, de peintures, chose qu'on retrouve absolument pas dans les cathédrales, églises, abbayes classiques françaises. On retrouve pas ça, on retrouve des pierres. Alors, je sais pas si c'est vérifié à l'heure actuelle ou si c'est toujours une hypothèse, mais on pense que les églises étaient comme ça à l'époque. Elles étaient toutes peintes, tous les murs étaient peints. Pour que ce soit beaucoup plus beau. Mais bon, avec l'entretien, je comprends que ça ait pu devenir compliqué et que ce soit devenu juste les murs soient restés en pierre de taille sans peinture. Dans tous les cas, c'est vraiment très très différent. Et même on voit les tours, en fait, c'est pas les tours comme les tours gothiques. C'est notamment les toits, on pourrait dire, c'est des espèces c'est beaucoup plus cylindrique. En fait, il y a beaucoup plus de formes cylindriques. Alors que gothique, c'est vraiment très carré, extrêmement carré avec les détails. Bon, il y a des détails avec
les gargouilles qu'on peut avoir au niveau des contreforts dans les cathédrales. Je sais que notamment à l'église Saint-Pierre à Caen, on retrouve des stalactites. C'est comme ça que je le trouve. C'est des stalactites en fait qui, au niveau des croisées d'ogives qu'on retrouve dans cette église-là, et ben en fait il y a des stalactites pour venir décorer en fait, comme décoration ou voilà comme. C'est très spécial, mais ça rend les choses absolument uniques. Alors il n'y a pas ça dans la cathédrale, enfin dans la basilique de Sainte-Thérèse de Lisieux, mais en tout cas à l'extérieur on retrouve vraiment. En fait je dirais que c'est un mélange entre du gothique et du roman et qui ressemble beaucoup à l'art oriental. J'ai un petit peu de mal à le contextualiser, c'est pas facile de décrire exactement comment je pourrais décrire ça. Mais c'est absolument grandiose. Ça, c'est une chose que je peux certifier. En fait, c'est trapu, mais en même temps, mais d'un coup, en fait, par exemple, dans les églises romanes, vous avez tout est trapu. En fait, les églises sont hyper trapues. C'est pas très haut, alors que les églises gothiques, c'est fin et haut. Mais dans des basiliques comme celle de Sainte-Thérèse de Lisieux et les églises orientales, ou les cathédrales orientales, etc. Vous avez en fait, c'est très trapu au début, aux fondations, et d'un coup, en fait, ça devient hyper pointu et hyper fin, parce que les tours, il y a des grandes tours beaucoup plus fines, cylindriques. Donc, la basilique ressemble un petit peu à ce genre de, si on pourrait dire de comparaison. Les portes sont immenses. Même à l'intérieur, quand vous y rentrez, c'est absolument immense. On retrouve en aucun cas le style gothique où, en fait, on a, comment je pourrais dire, alors les églises romanes sont beaucoup plus en forme de croix chrétienne. Les gothiques, en fait, les côtés, alors je crois qu'on appelle ça des transepts, sont beaucoup plus restreints quand c'est pour les églises gothiques. Là, pour la basilique, en fait, c'est vraiment une croix comme la croix rouge, on pourrait dire. Il n'y a pas d'asymétrie, c'est vraiment une croix parfaite. Donc c'est vraiment impressionnant. Puis vraiment vous levez les yeux, c'est un coup avoir un torticolis tellement c'est immense, avec toutes ces fresques, ces gravures. On retrouve aussi des chapelles pour chaque pays à l'intérieur, et de plein de continents. J'avais vu le drapeau des Anglais, des Américains, d'Amérique du Sud aussi. En fait, au final, j'ai l'impression de beaucoup de pays qui sont très croyants, très catholiques. Ça m'étonne pas venant des États-Unis ou notamment des pays d'Amérique du Sud. Et en fait, en dessous, vous avez une crypte en fait qui est du même style que le haut, avec beaucoup de gravures, très espacées au passage. Et en fait, au final, tout au bout, vous avez l'autel. Et derrière l'autel, parce qu'avant les autels, pour ceux qui ne savaient pas, les autels en fait étaient au fond du chœur entre guillemets, parce que les messes en latin, c'était les messes à l'époque en latin, et ça se fait toujours d'ailleurs. Le prêtre, quand il faisait la communion, il était dos aux fidèles en fait. Maintenant, avec les rites, je dirais, plus modernes, le prêtre, en fait, quand il fait la communion, il est face aux fidèles. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que maintenant, l'autel, dans cette crypte, est fait en sorte que le prêtre soit en face des fidèles lors de la communion. Et en fait, derrière cet autel, on retrouve en fait une magnifique fresque, je sais pas si c'est une fresque, une image, une peinture. J'ai pas touché parce que voilà, c'est quand même beau, mais où en fait il y a Sainte Thérèse et c'est absolument magnifique. Franchement, en plus il y a un côté assez sombre, en fait assez sombre, mais en même temps suffisamment lumineux pour pas que ce soit juste un peu glauque ou que sais-je. En fait, c'est reposant, c'est respectueux. On est là pour se recueillir, qu'on soit croyant ou pas en fait. Et je trouve que la luminosité a beaucoup joué, en fait ils ont très bien fait leur travail sur la luminosité. Et d'ailleurs j'ai pas parlé en haut, mais en haut aussi on retrouve, on peut accueillir énormément de monde quand il y a la messe. Et en fait sur la droite vous retrouvez une grande statue de Sainte Thérèse, et des tonnes de bougies sont posées pour prier pour elle, faire une prière. En tout cas c'est absolument magnifique. Je vous recommande d'aller voir. De toute façon, à Lisieux, je dis pas qu'il y a que ça, mais j'ai pas trouvé autre chose. Vous avez peut-être le centre-ville. Je suis allé vite fait au centre-ville, mais voilà, j'y suis pas allé plus que ça. Mais si vous passez par Lisieux, si vous vous arrêtez pour faire une bouffe, prenez le temps de vous arrêter à la basilique. C'est magnifique. Vous avez de la place pour vous y garer en plus. Des fois, ça peut être un peu embêtant, ce genre de monument.
Mais vraiment, c'est magnifique, je vous recommande d'y aller. C'est très très beau, vous allez être vraiment dépaysés. Pour ceux qui sont croyants, ça va être vraiment différent de ce qu'on voit d'habitude. Et en plus, pour ceux qui ne sont pas croyants au passage aussi, ce sera vraiment une occasion exceptionnelle de voir encore quelque chose de différent dans la région. Et donc ça, c'était à peu près tout pour la basilique Sainte-Thérèse de Lisieux. Voilà. Nous passons tout de suite à la rubrique numéro 2, le moment historique. C'est parti. Ok, alors on se retrouve pour la rubrique numéro 2, le moment historique. Donc là, ce sujet-là, je vous l'ai dit, on va parler de la bataille de la Poche de Falaise. C'est une bataille importante, et je souligne ce mot important, parce que déjà ça marque la fin de la bataille de Normandie et en fait la libération de Paris en même temps, et parce que c'était vraiment un pivot dans la libération de la France en 1944. Je pèse vraiment mes mots, ça a été vraiment important. Vous allez comprendre pourquoi. On est passé d'un stade où les Américains galéraient comme des malades en Normandie à 20 jours plus tard, enfin un mois plus tard, les mecs ont libéré quasiment toute la façade ouest de la France. Et donc, la Poche de Falaise, je vais vous expliquer comment ça a pu finir comme ça. Comment ça a pu finir en nous sommes planqués en Normandie, pas très loin des côtes, là où on a débarqué, à ouais les gars, on n'est pas très loin de Bayonne là. Donc, je vais vous expliquer tout ça dans cette rubrique là, tout simplement. Bon c'est parti, commençons par le contexte. Alors juste avant ça, je tiens à préciser quelque chose. Je crois que je l'ai dit en introduction, mais je préfère me répéter, comme ça fait jamais de mal. Je vous conseille de prendre une carte, voilà, parce qu'il va y avoir besoin d'une carte. Vous allez certainement vous perdre avec tout le nom des bleds, vous allez certainement pas savoir le nom des bleds que je vais vous prononcer, où est-ce que ça se situe. C'est tout à fait normal, il y en a que moi-même je ne connaissais pas. Mais la plupart d'entre eux, de ces villes, vous allez savoir à peu près où est-ce que ça se situe. Mais prenez une carte, juste comme ça par curiosité. Ça va pas prendre, voilà. À chaque fois que je dis un nom de ville ou de village, regardez sur la carte où est-ce que ça se situe. Ça peut pas faire de mal. Voilà. C'est juste pour vous aider, parce que sinon vous n'allez rien comprendre à l'épisode. Alors, on commence. Donc, petit contexte. La bataille de la Poche de Falaise se déroule du 6 au 21 août 1944. Qu'est-ce qui se passe ? Entre le 6 juin et le 6 août, en fait, les Alliés sont bloqués en Normandie par, comme je vous disais auparavant, la bataille des Haies. En fait, qu'est-ce que la bataille des Haies ? C'est une bataille durant laquelle, juste après le débarquement, qui démarre juste après le débarquement jusque vers mi-juillet 44, tout simplement, les Alliés sont bloqués en Normandie avec les haies qui sont... Vous connaissez un peu la campagne normande. Il y a des haies absolument partout et c'est propice aux embuscades allemandes. Donc en fait, pour chaque mètre carré gagné de terrain par les Alliés, il y a un mort. Voilà. C'est des pertes humaines absolument effroyables du côté américain. En parallèle, on a les Britanniques, les Canadiens et les Polonais qui sont bloqués dans la plaine de Caen. Ils galèrent parce que les Allemands défendent extrêmement bien les positions. Au passage, Caen est libéré vers le 20 juin 1944, pour vous donner un ordre d'idée. Et donc en fait, les Alliés arrivent à sortir de cette bataille des haies grâce à l'opération Cobra qui se passe en fait entre le 25 et 31 juillet 1944. Comment démarre cette opération-là ? Le 25, dans ces eaux-là, les Alliés arrivent, ils n'ont absolument pas le time, vous connaissez, c'est les Américains, ils arrivent avec 1500 bombardiers, ils bombardent une zone, un long couloir, mais de quelques kilomètres de large, ils le bombardent. De tous les mètres carrés y passent, tous les hectares y passent, tous les centimètres carrés y passent, même les millimètres carrés, boum, ils explosent absolument tout. Ça les entraîne pour le Vietnam. Je sais pas si c'était à dire cette blague. Bon, on s'en fout. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils créent une brèche de là où ils ont tout bombardé, puisqu'en fait, il reste absolument plus rien. Ils défoncent les défenses allemandes et ils s'y engouffrent. Ça passe très bien, ça passe nickel, il s'y engouffre, ça réussit. Et en fait, cet événement-là, où est-ce que ça se situe ? C'est au nord de la route entre Coutances et Saint-Lô. Donc Saint-Lô, c'est dans la... Je sais pas si c'est dans la Manche ou dans le Calvados. Je crois que c'est dans la Manche. Et Coutances, c'est dans la Manche, donc c'est la façade ouest de la presqu'île du Cotentin. Vous avez Avranches, Coutances, vous remontez au nord, vous avez Coutances, et après, au nord, vous avez Cherbourg.
Et donc du coup, ça se passe entre Coutances et Saint-Lô, cette opération-là. Les Américains s'y engouffrent, ils percent les défenses allemandes, et ça entraîne, donc jusqu'au 31 juillet 1944, ils arrivent à Avranches, la percée d'Avranches, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et ça ouvre la route de la Bretagne, tout simplement. Et là, quand je vous dis la route de la Bretagne, c'est que on est le 31 juillet, ils sont à Avranches. 7 jours plus tard, donc je dirais le 7 août, à peu près une semaine plus tard, ils sont à Brest. Les Américains sont à Brest. Les mecs, en une semaine, ils ont fait Avranches-Brest. c'est des malades. Et donc, cette personne le général qui commande les troupes qui ont libéré Brest, il s'agit du général Patton, donc qui se trouve en fait à l'est, et le reste des Américains, donc qui sont restés, de l'armée américaine, qui sont restés en Normandie. En voyant cela, Hitler se dit, tiens, si je fonce sur Avranches, je peux couper l'armée américaine en deux. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il lance la contre-attaque de Mortain le 6 août 1944. Et c'est là où démarre précisément la bataille de la Poche de Falaise. Pourquoi ? Parce que quand ils vont contre-attaquer en partant de Mortain, alors Mortain, regardez sur une carte parce que j'ai pas trouvé de ville connue proche. Tellement c'est perdu en Normandie. Mais regardez, c'est dans l'Orne, c'est au sud de l'Orne, pas très loin de la Mayenne. Vous irez voir, c'est Mortain-Bocage, voilà pour info. Donc il lance une contre-attaque de ce village-là pour couper l'armée américaine en deux au niveau d'Avranches. Donc Patton à l'est et le reste des alliés à l'ouest. Ça échoue lamentablement. ça échoue lamentablement. Et donc ce qui se passe, c'est que face à cette contre-attaque, les Américains contre-attaquent la contre-attaque parce que c'est des... Alors non, pardon, excusez-moi, je reviens un petit peu sur ce que je disais. En fait, ça échoue parce que les Américains déjà étaient au courant. Les Allemands étaient fatigués par rapport au fait du repli de la percée d'Avranches et aussi du fait que ils ont passé des mois, des jours à résister contre les Américains pour empêcher qu'ils avancent dans la bataille des haies. Donc en fait, ça a échoué et les Américains en profitent pour contre-attaquer la contre-attaque. Ce qui se passe, c'est qu'ils s'enfoncent encore plus au sud de la Normandie, donc Mortain, et ils arrivent en Mayenne. Voilà, donc les mecs, ils arrivent en Mayenne. Je vous le dis, hein, on est quoi là ? On est le 6 août. Le 25 juillet, donc il y a à peu près 15 jours, ils étaient encore du côté de Saint-Lô, Coutances, en Normandie, là, pas très loin de la côte. Et là, ils sont déjà en Mayenne. Vous voyez déjà comment ça avance hyper vite. Donc, ils sont en Mayenne, au sud de la Normandie et en Mayenne. On passe 4 jours plus tard, le 10 août 1944. Cette fois, c'est Alençon, donc le chef-lieu de l'Orne, donc l'Orne qui est le département le plus au sud de la Normandie, qui est libéré par les Américains et les Français. Et donc ils remontent vers le nord en direction d'Argentan. Et là, on commence à avoir un embryon de poche qui se dessine. Parce que aussi, ce qui se passe, c'est qu'on a les Américains et les Français au sud, donc à Alençon et qui foncent vers Argentan. Et au nord, vous avez les Britanniques, les Canadiens et les Polonais qui sont au niveau de Caen. Et je ne sais pas si vous avez la carte sous les yeux, mais en Normandie, vous avez Caen. Au sud, vous avez Falaise. Ensuite, vous continuez vers le sud, vous avez Argentan. Et ensuite, vous avez Alençon. Donc ce grand axe de route dont je parle. Donc vous voyez à peu près, ça commence à se dessiner un petit peu. Au sud, Américains, Français. Au nord, vous avez le reste des Alliés. Au milieu, vous avez les Allemands. Autour de Falaise, quoi. Et les Américains se rendent compte de ça. Les Alliés, au passage, en général. Les Allemands s'en rendent compte aussi assez vite. Et donc, ce qui se passe, c'est que les généraux allemands demandent un repli. Parce que là, ils commencent à avoir la poche qui se forme. Ils commencent à être un petit peu sous pression. Sauf que le problème, c'est qu'Hitler ne veut absolument aucun repli des soldats. Et donc, ce qui se passe, en conséquence de ça, c'est que les généraux commencent à évacuer les troupes. Donc, Hitler ne veut pas, mais eux sont en mode, de toute façon, il est en train de faire de la merde, donc on évacue quand même. Donc, ils commencent à évacuer petit à petit les troupes au-delà de la Seine. Les Américains, voyant ce début de poche se former, proposent en fait de foncer sur Falaise. Le problème, c'est que au niveau de l'état-major, notamment le général Bradley, lui hésite
parce qu'il a peur de tirailler avec les alliés du Nord, donc c'est-à-dire les Britanniques, les Canadiens et les Polonais. Donc ils hésitent longtemps, l'état-major hésite longtemps, ça discute beaucoup, et cela laisse le temps encore aux Allemands d'évacuer l'embryon de poche qui commence à se former. On passe encore 6 jours plus tard, une semaine plus tard, nous avons le 16 août, Falaise qui est libérée par les Anglais. Donc voilà, la ville est libérée, et en parallèle, on a les Canadiens et les Polonais qui enfoncent en fait le front nord, donc au niveau de Caen. Ils enfoncent le front nord et on arrive à une poche qui est beaucoup plus visible cette fois parce que vous avez un couloir de à peu près 9-10 km de large dans la région de Chambois. Donc Chambois, c'est au sud de Lisieux, vraiment au sud de Lisieux. Gouffern-en-Auge dans ces jeux, dans ces... Putain, Gouffern-en-Auge quoi. À quel moment j'aurais cru dire ce... À quel moment j'aurais cru penser dire ce nom de village dans un podcast. Bref, vous avez ces villages-là, dans ce coin-là de Normandie. Il reste un couloir de 9 km de large dans la région de Chambois, où les Allemands peuvent encore évacuer. À ce stade-là, il est estimé à peu près que 40% des forces allemandes ont été évacuées de la poche. Donc il y en a encore une bonne partie, plus de la moitié, qui sont encore dans la poche, qui continuent en fait en même temps de résister aux avancées, de contenir l'avancée des Alliés et d'évacuer. Donc, vous voyez qu'on commence vraiment à avoir une poche qui se dessine. Et là, ce qui va se passer, c'est que du 18 au 20 août, ça va vraiment s'accélérer, parce que cette fois, la ville d'Argentan est prise par les Alliés. Donc là, ça devient une situation critique pour les Allemands, parce que en fait, il reste le village de train de Saint-Lambert-sur-Dive et de Chambois qui forment encore ce couloir encore large, mais qui commence vraiment à se restreindre parce que les Alliés ont pris Argentan. Donc là, ça commence à être vraiment compliqué. Le 19 août, petit retour en arrière, Chambois, cette fois, est prise par les Américains, et ça fait la jonction avec les Polonais. Ils font la jonction, en fait, avec les Polonais, voilà. Mais pas exactement, enfin, c'est une jonction, en fait, ils se voient, mais il y a encore un couloir. En fait, il reste un tout petit couloir entre Train, Chambois et Saint-Lambert-sur-Dive, de vraiment quelques kilomètres de large. On est passé d'une dizaine de kilomètres de large, donc 10 km, c'est quand même pas mal, hein. Ça reste quand même un assez gros couloir, mais là, on passe à quelques kilomètres, quoi. Vraiment, il reste 1 ou 2 ponts pour passer, et après, c'est tout. Parce qu'en fait, il y a une rivière qui passe, et donc, en fait, c'est compliqué pour les Allemands d'évacuer parce qu'il reste que quelques ponts, enfin 1 ou 2 grands max. Et donc, en fait, ce couloir-là, les Allemands l'appellent le couloir de la mort. Et ils appellent ça le couloir de la mort, et ils sont tellement, voilà, il reste à peu près la moitié des forces qui sont encore dans la poche. Quand il reste quelques kilomètres de large de couloir où ils peuvent encore passer, où ils sont bombardés par les Américains et les Polonais, enfin les Alliés. En fait, ils sont obligés d'abandonner les véhicules lourds, les blindés en carcasse. Ils jettent tout ça dans la flotte pour pouvoir passer, en fait, parce que pour faire passer les troupes. C'est la catastrophe. Il y a des témoignages où vraiment les mecs ils se jettent à l'eau, ils jettent tout à l'eau, c'est un brasier, il y y a des incendies partout, c'est le bazar. C'est vraiment le bazar, tout le monde se remplit en fait en catastrophe. Tout le monde veut sortir de la poche parce que personne n'a envie d'être pris prisonnier ou d'être pris entre deux feux. En fait, c'est absolument c'est une situation qui est vraiment horrible. Donc là, on arrive pas très loin de la fin de la bataille, on est le 20 août. Et donc à ce moment-là, en fait, les Polonais, ils prennent position avec les Américains, où ils ont fait à peu près la jonction, sur un point surélevé au nord du couloir. Et ce point surélevé, le point surélevé s'appelle la colline 262. Voilà, je vais y arriver, excusez-moi, la fatigue qui commence à se faire sentir. Cette colline 262, on l'appelle la Massue. Et c'est situé à Montormel. Important, Montormel. Et donc ce qui se passe, c'est que en ayant pris position là-dessus, en fait, ils ont enlevé le peu de couloir qui restait aux Allemands pour se replier, en fait. Et ce qui se passe, c'est que le 20 août, les Allemands tentent de sortir de la poche en attaquant les Polonais justement sur la colline 262, à la Massue, à Montormel. Ils attaquent par l'extérieur, donc du côté de la Seine, hors de la poche, et aussi dans la poche, en fait. Voilà, les troupes qu'il y a dans la poche, ils attaquent en même temps. Ils attaquent aussi à Chambois où il y a les Américains pour en fait créer suffisamment
un couloir suffisamment large pour laisser passer encore toutes les troupes qui peuvent encore faire passer. Et ils attaquent à ces deux endroits parce qu'ils estiment que les défenses sont plutôt faibles. Sauf qu'en fait, il y a du retard dans la dans la transmission au niveau de la chaîne de commandement. Et depuis ce temps-là, les Polonais et les Américains se sont sacrément renforcés sur leur position. Ils attaquent. Et ce qui se passe, c'est que les Polonais, alors c'est assez marrant, les Polonais et les Américains qui encerclaient les Allemands, les Polonais se retrouvent eux-mêmes encerclés par les Allemands en attaquant. Et en fait, ils résistent pendant 2-3 jours à une résistance absolument héroïque de leur part, parce qu'en fait, ils sont encerclés, ils sont coupés de tout ravitaillement allié. Et après 2-3 jours de résistance héroïque, les Canadiens finissent par les rejoindre et ils prennent Saint-Lambert-sur-Dive. Voilà, donc là, vraiment, la poche. On peut considérer en fait que dans la nuit du 20 au 21 août, après la prise de Montormel, de Chambois, de Saint-Lambert-sur-Dive, ces trois villages-là, en fait, la poche de Falaise est hermétiquement fermée. Les Allemands ne peuvent plus circuler. Et d'ailleurs, l'attaque a échoué pour faire sortir le maximum de troupes allemandes. Donc le reste des troupes allemandes qui sont dans la poche de Falaise se rendent. Alors, au niveau du bilan de cette bataille, donc déjà, en fait, c'est assez contrasté parce que d'un point de vue stratégique, c'est une victoire pour les Alliés qui s'en félicitent, mais il y a un goût amer. Il y a un goût amer, pourquoi ? Parce qu'ils estiment que si l'état-major n'avait pas hésité, avoir fait preuve de latence dans la prise de décision de foncer sur Falaise, les Alliés auraient estimé que la poche de Falaise aurait été encore plus punitif. Plus punitive, je veux dire, que ça aurait été une expédition encore plus punitive pour les Allemands. Parce qu'en fait, ça a laissé le temps, en fait, ces décisions, ce manque d'initiative a laissé le temps, comme j'avais dit auparavant, aux Allemands d'évacuer encore plus de troupes, et ça aurait pu être encore plus catastrophique pour les Allemands. Mais ils ont quand même fait énormément de prisonniers, j'en compte en dizaines de milliers, franchement, plus au passage tous les blindés et tous les blindés, les véhicules lourds qu'ils ont laissés sur place parce que c'était trop, ça prenait trop de temps dans la retraite à emmener tous ces véhicules-là. Et donc, je vous le dis, cette bataille, ça a été vraiment un enfer, à tel point que les Allemands ont surnommé cette bataille Stalingrad en Normandie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Stalingrad, si vous êtes déjà un peu renseigné sur ce sujet, la bataille de Stalingrad entre les Allemands et les Soviétiques, je peux vous dire que ça a été un enfer pour les deux camps, au passage, parce que ça s'est passé pendant l'hiver et c'était vraiment un combat à mort. C'était vraiment une haine du bolchevique et une haine contre le nazisme. Voilà, c'était vraiment, ça a atteint des proportions. C'est pour ça qu'on qualifie la Seconde Guerre mondiale de guerre d'anéantissement, parce que c'est des anéantissements de population avec notamment les juifs, mais pas que, aussi d'un point de vue militaire. Il y avait tellement de haine viscérale dans les deux camps que vraiment, je vous le dis, c'est impressionnant. On en reparlera de ça d'un jour. Enfin, on en reparlera un jour de ça, mais je peux vous dire que les Alliés n'étaient pas non plus tout blancs. Attention à ce que comment vous allez interpréter la chose. Je ne relativise pas tout ce que les Allemands ont pu faire comme atrocité, bien au contraire. C'est pour ça que ça a été aussi choquant, c'est pour ça que la Seconde Guerre mondiale est aussi choquante. Ce que je veux dire, c'est que quand vous voyez les bolcheviks, comment ils ont aussi, dans Stalingrad, comment ils ont des témoignages qui racontent que vraiment ça a été... dès lors qu'ils ont repris le dessus sur les Allemands, ça a été une expédition punitive pour eux, parce que forcément ils ont envahi tout leur territoire. Il y avait vraiment une haine envers les Allemands avaient une haine envers les Soviétiques, mais d'un point de vue allié au niveau américain, je ne sais pas si vous connaissez l'opération qui visait à, je ne sais plus comment ça s'appelle, commandée par le général Harris, qui s'appelle Harris la Bombe, qu'on surnommait Harris la Bombe. C'est que les mecs, ils envoyaient des gros bombardiers Lancaster de nuit et bombardaient l'Allemagne. Mais pas que des usines allemandes. C'était aussi des villes. Donc vous voyez quand même que et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'était américain le jour et anglais la nuit.
Et ils bombardaient absolument tout, hein. Il n'y avait pas que les usines, hein. C'était aussi les villes. Dresde, Hambourg, Berlin, Francfort, Cologne. Vraiment, ils bombardaient tout. Il y a eu des millions de morts du côté allemand, alors que, je ne vais pas dire que c'était pas nécessaire, mais bombarder des habitations, alors que la plupart des hommes étaient en fait au front et qu'il restait plus que des femmes et des enfants, je trouve ça un petit peu limite aussi. Voilà. Ça, on en reparlera parce que je trouve que c'est un sujet vachement important de vous montrer à quel point, généralement, c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire et que généralement, les vainqueurs se contentent de cacher certaines choses qu'ils ont pu faire. Et je reparlerai de ce sujet qui m'a toujours profondément marqué, un peu de cette opération de bombardement massif sur l'Allemagne. Que je dis pas qu'il était pas... voilà, c'est la situation de l'époque, hein. Je suis pas là pour dire moi j'aurais fait ça. Mais on peut quand même prendre du recul sur la situation et de se dire, est-ce que ça valait vraiment la peine de bombarder des maisons où il y avait des femmes et des enfants et des vieillards qui ne servaient plus dans l'armée de toute façon, qui étaient trop vieux. Et ok pour bombarder les usines parce que c'est un peu c'est là où partaient les engins de guerre pour tuer les propres hommes. Mais bombarder les civils, honnêtement, enfin voilà, même si je sais que les Allemands ont fait ça avec le Blitz, ils ont fait des atrocités, voilà. Enfin, voilà, c'est oh toi t'as fait ça, donc du coup moi je vais faire pire que ce que t'as fait. Enfin, je vais pas dire qu'ils ont fait pire, mais en gros, les Allemands ont bombardé à Londres notamment tout ça pendant le Blitz. Donc les Alliés, ils ont refait la même chose en 2 fois pire. Et c'est même Churchill qui disait ça, hein. Churchill disait, en parlant justement de ces bombardements massifs sur l'Allemagne, avec du phosphore, du napalm, enfin des trucs horribles en fait, hein. Il a dit, nous allons faire avaler aux Allemands une dose plus amère des malheurs qu'ils ont répandus sur l'humanité. Et on voit dans cette parole qu'il y a de la haine. Il y a de la haine. Mais bon, c'est normal en même temps, quand on s'en prend à quelque chose qui nous tient à cœur, c'est normal qu'on réagisse comme ça. Mais, vous voyez, on en reparlera. J'ai énormément dit... j'ai pris une grosse tangente, sur le côté là, mais une grosse bijection. Mais je pense que ce serait important de parler de ce sujet-là parce que ça laisse poser des questions. Est-ce que ça valait vraiment la peine de faire ce bombardement massif sur les populations civiles ? Je ne répondrai pas forcément à cette question. Je vous laisse faire aussi votre avis par vous-même. Des fois, ça permet aussi de savoir que les vainqueurs ne sont pas blancs, les défaitistes ne sont pas tout noirs. Comme d'habitude, c'est tout le temps une nuance de gris. Bref, sur cette parenthèse qui est close, je peux vous recommander la poche de Falaise. Si vous voulez vraiment savoir un peu comment ça s'est passé de manière plus interactive, plus ludique, je vous conseille de jouer à un jeu qui s'appelle Call of Duty 3 en marche vers Paris. Donc Call of Duty, évidemment, c'est connu. Le numéro 3 en marche vers Paris, donc c'est un vieux jeu, vous connaissez, hein, Call of Duty 3. En fait, ça retrace ni plus ni moins que la bataille de la poche de Falaise. Et je trouve que c'est un moyen interactif et ludique de parler un peu, de voir un peu ce sujet, comment il a évolué, et de voir un peu qu'est-ce qui s'est passé à tel endroit ou à tel endroit. Et vous verrez que quand vous commencez chaque mission, en fait, vous avez des noms qui vont revenir et que vous aurez déjà entendu. Si vous écoutez ce podcast et que vous jouez à ce jeu après, vous allez voir des noms de villes qui sont très parlants. Chambois, Saint-Lambert-sur-Dive, Mayenne, Saint-Lô. Donc voilà, notamment, vous pouvez jouer à ce jeu qui est très sympathique, qui est vraiment très très bien, qui est un peu vieux forcément par rapport à aujourd'hui, mais qui se joue encore très très bien. Franchement, moi j'apprécie toujours y jouer. Donc voilà pour les petites recommandations. Sur ce, nous allons passer à la rubrique numéro 3, questions, réponses et commentaires. C'est parti. Ok, alors, questions, réponses et commentaires, rubrique numéro 3. Donc j'ai pris quelques questions notamment. Alors, une question. Une partie de ce podcast est dédiée à la gastronomie. Comptes-tu, et si oui, comment développer ce sujet ? Alors. Comment je pourrais répondre à cette question ? J'ai déjà réfléchi. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué,
c'est le début c'est le début d'un podcast YouTube saut 2012. Donc en fait, la gastronomie, j'ai commencé déjà à en parler, notamment sur le Périgord. Vous l'avez remarqué, hein, j'ai commencé à parler un peu voilà, des fromages, du vin, tout ça. Comment je compte développer cette partie gastronomie dans mon podcast ? Il y a plusieurs pistes. J'ai pas encore de pistes précises, mais j'en ai déjà quelques-unes qui peuvent m'en amener à d'autres. J'ai notamment, dans un premier temps, comme j'ai fait dans le Périgord, donc faire une revue globale de toute la gastronomie qu'on peut retrouver dans une région culturelle, voilà, dans une région en tant que telle. Ça peut être par exemple quand je ferai un podcast sur la Normandie, ça peut être tout le terroir qu'on peut retrouver là-bas avec les recettes. Je peux faire ça, une vue globale. Et aussi j'ai pensé dans la découverte de la semaine, où là en ce moment je parle beaucoup de monuments dans la découverte de la semaine, mais je peux pas tout découvrir, je peux pas découvrir chaque chose chaque semaine non plus. Ça demande un certain une certaine flexibilité, voilà, sur mon emploi du temps que je peux pas avoir tout le temps. Eh bien, je peux remplacer des fois, faire varier tout simplement ces découvertes de la semaine de monuments. Je peux tout simplement aussi parler d'une recette, d'un plat que j'ai découvert un peu comme ça à l'improviste à certains dans la rubrique numéro 1. Donc peut-être que cette phase de gastronomie, je l'appréhenderai dans la rubrique 1. Ça c'est la deuxième piste. Et pour revenir sur la première piste, ça peut être quand je découvre une région en particulier, je parle de toute la gastronomie que j'ai pu découvrir là-bas et que je peux aussi vous recommander, mais que je n'ai pas forcément goûté aussi, mais dont j'ai eu de très bons retours. Au passage, j'ai aussi envie de partager des producteurs dans chaque région, dans chaque coin de France et dans chaque région où on retrouve telle gastronomie qui est assimilée à telle région, retrouver les producteurs locaux où je vais tout simplement acheter ces tels produits. Alors, l'exemple le plus frappant, ça pourrait être par exemple pour la Normandie, puisque j'habite en Normandie, donc tout ce qui est gastronomie normande, je commence à connaître un bon rayon, et je commence à avoir les petits producteurs du coin où je vais chercher la gastronomie de la région. Et en fait, j'aimerais bien étendre ce principe à toute la France, donc ça veut dire que je dois visiter toute la France, mais aussi ça implique que je dois vérifier, après c'est ma vérification à moi, il n'y a rien d'officiel, c'est très officieux, mais ça serait une vérification de savoir si tout simplement le producteur là où je vais chercher la gastronomie locale, que ce soit pas un producteur qui ne respecte pas certains fondamentaux en gastronomie, quoi. Enfin, je veux dire par exemple, on trouve du Pont-l'Évêque partout, mais du Pont-l'Évêque avec du lait cru déjà, on filtre, mais en plus du lait cru qui vient des vaches normandes, il y a pas tous les fabricants les producteurs de Pont-l'Évêque ne font pas ça. Voilà, du bon Pont-l'Évêque AOP au lait cru avec du lait cru de vache normande. Et ouais, alors déjà ça vaut son prix, puis on trouve pas ça partout non plus. Et donc c'est vrai que j'aimerais bien, après vérification, d'avoir vraiment une carte entière que j'aimerais bien partager au fur et à mesure au final, avec tous les endroits où juste, pas que moi au passage, les trois quarts ça peut être moi que j'ai découvert en allant visiter la région, mais ça peut être aussi des gens qui me recommandent. Et d'ailleurs, je parle de gastronomie, de producteurs locaux, mais ça peut être aussi des restaurants qui font goûter des produits locaux. Et il y en a plein qui font des choses comme ça. C'est plus difficile à les trouver, mais c'est tout aussi important. Et je pense un jour partager une carte de France où il y aura partout n'importe quelle région où vous allez. Je sais pas, vous partez en Lorraine. Voilà, en Lorraine, et vous regardez la carte et vous dites tiens, là il y a tel producteur ou tel restaurant qui font de la bonne gastronomie locale, donc on peut avoir entre guillemets confiance en ce que j'ai mis. Voilà, c'est la confiance aussi que
vous pouvez avoir envers moi et vous pouvez vous dire bah tiens on va aller là-bas puis on va aller à tel producteur pour les récupérer. Alors en Lorraine, attendez, laissez-moi chercher qu'est-ce qu'il y a là-bas. Bah de la liqueur de Mirabelle, voilà, ils font beaucoup de Mirabelle là-bas en Lorraine, du côté de Nancy. Bon bah voilà, il y a un producteur, une distillerie de liqueur de Mirabelle. Bon bah voilà, Lucas il a visité tel endroit et ça peut être et il avait dit que c'était super bon, donc on peut y aller par curiosité, voilà. Dites pas amen à tout ce que je dis ou à tout ce que je recommande. Allez-y, faites-vous votre propre avis et si vous êtes convaincu, si vous êtes conquis par ça, bah écoutez, moi déjà je serais content pour vous et je serais content de ce que j'ai pu vous recommander parce que mon instinct ne m'aura pas trompé, voilà, tout simplement. Et mon instinct n'aura pas été trompé aussi. Donc voilà un peu comment je compte un petit peu aborder ce point de vue gastronomique. Donc je vais juste faire un rappel une conclusion, un bilan. Premièrement, quand je vais visiter une région, bah, je donne toute la gastronomie que j'ai pu goûter. Deuxièmement, dans la découverte de la semaine, quand je ne vais pas forcément voyager, parce que bon, voyager ça représente un coût, je peux cuisiner de nouvelles choses, ou vous parler d'un certain type d'aliments que j'ai apprécié particulièrement regoûté cette semaine et que j'ai énormément apprécié. Et vous présenter 2-3 trucs qui peuvent être intéressants à savoir sur ce produit, donc fabrication, conservation, quel producteur aller acheter. Et troisièmement, au fur et à mesure de mes expériences, parce que c'est ça que j'ai envie de partager dans ce podcast, c'est que je sais très bien que ce podcast ne va pas, comment je pourrais dire, que voilà, le podcast en est à ses débuts, mais je veux que voilà, au bout de X épisodes, au bout de X mois ou X années, j'ai rassemblé une carte de France qui permet et que je partagerai à tout le monde. Et si vous allez dans tel endroit, bah, vous allez vous dire, bah là, il y a tel endroit avec tel producteur, avec telle chose, telle gastronomie du coin, qui vaut vraiment le coup, qui est respectueux pour les producteurs locaux parce que voilà, c'est super bon. Et qu'ils font vraiment le maximum de leurs aliments. En fait, ils le font avec la gastronomie, voilà, la production locale, quoi. Et donc vraiment, et ça peut être autant les producteurs locaux comme les restaurants. Donc j'aimerais faire un peu cette carte de France là pour finir en troisième point. C'est en tout cas ce que j'ai pu identifier. Donc s'il y a d'autres idées, pourquoi pas. Je sais que il y avait une idée quand j'avais vu cette question. La première chose que j'ai pensé, je m'étais dit, bah est-ce que vous voulez que ce soit un tuto, que je fasse des tutos en gros de un tuto cuisine à la mode Cyril Lignac où je vous dis ouais voilà comment on fait telle sauce aujourd'hui ou telle viande ou je sais pas quoi. Je pense pas, je pense qu'on sort un petit peu du... Je dis pas qu'on sort du contexte, mais peut-être. Mais je suis moins chaud là-dessus parce que ça représente aussi pas mal de temps à cuisiner et à filmer tout ça, surtout que je suis tout seul à faire ça. Donc voilà, c'est faut avoir une certaine, compétence en vidéo, plus en cuisine, tout ça. Et je suis pas sûr que ça peut vous plaire, mais je me dis qu'il y a d'autres personnes qui savent faire ça mieux que moi. Donc à la limite, je laisse ça à d'autres personnes. Et en plus, si je vous explique telle recette en podcast, vous allez rien comprendre parce que de toute façon, il n'y a même pas d'image. Donc de toute façon, allez voir sur internet quand je vous parle de telle sauce ou de tel plat à cuisiner. Et je pense que ça sera beaucoup mieux là-dessus. Ça fera perdre beaucoup moins de temps à tout le monde. Voilà, je pense que ce sera mieux comme ça. Mais en tout cas, dans les principales idées que j'ai d'un point de vue gastronomique, je pense qu'on est plutôt pas mal. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je reste ouvert aux suggestions, bien sûr. Et donc, voilà, je vois que le podcast commence tranquillement à se diriger vers les 1 heure. J'aimerais bien faire un peu moins d'1 heure, parce que j'ai envie que ce soit un petit peu plus court aussi. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Les prochaines questions, les questions que j'avais encore, je les aborderai au prochain épisode. Donc on va s'arrêter pour cet épisode-là. Si vous êtes déjà arrivé jusque-là, bah, merci encore une fois pour avoir écouté entièrement ce podcast, ça m'a fait très plaisir. J'espère que le moment historique a été assez clair pour vous, cette rubrique-là. Je l'espère en tout cas que j'ai été assez compréhensible, pardon. Ouh là là, c'est la fatigue. Après 1 heure de podcast, ouh là là. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à noter 5 étoiles, à le partager aussi à des gens qui ont envie de découvrir un peu, pareil, l'histoire, la tradition, la gastronomie française. N'hésitez pas à le faire partager, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à me donner vos retours aussi, même pour me dire putain mec c'est trop stylé, putain mec j'ai kiffé cet épisode, bon cet épisode là il est un peu moins cool parce que je comprends rien, tu vas trop dans les détails. N'hésitez pas à me dire tout ça, lâchez-vous les mecs, m'insultez pas mais lâchez-vous.
et puis ça me fera très plaisir d'interagir avec vous encore une fois. Donc je vais pas vous retarder plus longtemps, je vous souhaite à tous une très bonne rentrée, une bonne continuation de vacances pour ceux qui sont encore en vacances. Moi, pour ma part, là c'est le dernier podcast de septembre, je suis en vacances la semaine prochaine, donc la dernière semaine de septembre. Comme je vous l'ai dit, en ayant réfléchi pendant mes vacances, j'ai encore beaucoup de projets là que je vais préparer et qui vont arriver. J'en suis très content, très heureux. J'ai hâte de vous partager ça. Suivez-moi aussi sur Instagram. D'abord, @historiquement français, la page Instagram de ce podcast. Et aussi @Lucas Dehan sur Instagram. Ça, c'est mon compte personnel où je partage des réels de drone. Voilà, je partage plein de choses. Ma vie, je dirais un peu plus personnelle, même si j'aime pas tout étaler ma vie non plus. J'aime bien garder ma petite vie privée. Voilà, donc sur ce, portez-vous bien, visitez bien vos contrées et vos régions. Prenez soin de vous, très bonne rentrée à vous, bon courage, et on se dit